Ici Roger Huff, VBGI 2020, nouvelle à 3h20, présentée par Ayers, la boisson de qualité au goût distinctif. Saigon, lors de sa visite au Vietnam, le secrétaire à la Défense McNamara apprendra qu'il y a plus de groupes ennemis au Sud-Vietnam qu'auparavant. On estime à 296 000 Washington. Le département d'État dit ignorer toute possibilité de pourparlers de paix au Vietnam évoquée aujourd'hui par un diplomate japonais. Nous, les Américains, savons, bien que d'autres semblent l'oublier, le risque de propagation du conflit. Nous ne cherchons toujours pas à élargir la guerre. La guerre du Vietnam va redéfinir le concept de guerre et mettra à l'épreuve l'évolution des perspectives d'un grand pays. Elle occupera et absorbera plusieurs présidents américains et servira de toile de fond aux changements sociaux et mondiaux. Voici les histoires des soldats et des dirigeants qui ont connu la victoire et la défaite, tant sur le plan personnel que mondial, de la guerre du Vietnam. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Français contrôlaient la région de la péninsule indo-chinoise, qui comprenait le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Après la chute de la France face à l'Allemagne au début de la Seconde Guerre mondiale, le Japon prend le contrôle de la région, tout en laissant en grande partie l'administration française en place. Le Bureau des services stratégiques des États-Unis, précurseur de la CIA, collabore avec les nationalistes vietnamiens pour lutter contre leurs occupants japonais. Ces Vietnamiens sont dirigés par un homme qui, des décennies plus tard, deviendra tristement célèbre aux États-Unis et dans le monde. Son nom est Ho Chi Minh. Ho Chi Minh dirige le Vietnam Joc Lap Jong Minh, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, qui sera plus tard abrégée simplement en Viet Minh. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés se demandent comment libérer les pays conquis et dévastés par les puissances de l'Axe. Mais la fin de la Seconde Guerre mondiale entraîne immédiatement la crainte que le communisme ne se répande et n'envahisse le monde. Et Ho Chi Minh, en plus d'être un nationaliste, est un communiste. Le président Harry Truman, qui a hérité de la présidence après la mort de Roosevelt, préfère voir le colonialisme français plutôt qu'un Vietnam communiste indépendant. Quelques semaines seulement après que Ho Chi Minh ait déclaré l'indépendance du Vietnam, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union des républiques socialistes soviétiques soutiennent que l'Indochine appartient aux Français. Comme la France ravagée manque de forces pour reprendre le Vietnam, les forces britanniques occupent le pays au sud du 16e parallèle, tandis que les forces nationalistes chinoises tiennent le nord. Pendant ce temps, le communisme se répand comme un virus. En janvier 1946, la guerre civile chinoise entre les forces nationalistes et communistes reprend. Ce même mois, l'Albanie, nouvellement libérée de l'occupation nazie, devient elle-même un État communiste. En février, Joseph Staline prononce un discours dans lequel il décrète que le développement capitaliste de l'économie mondiale rendra une autre guerre inévitable. Anticipant cela, l'Union soviétique commence à se préparer à se défendre. Le discours de Staline est considéré comme le fondement de la guerre froide naissante. Ho Chi Minh et ses Viet Minh entament des discussions avec la France pour obtenir l'indépendance totale. Les forces françaises remplaceront les Chinois nationalistes dans le Nord et, en échange, la France reconnaîtra le Vietnam comme une république libre au sein de l'Union française élargie. Mais les négociations échouent et à la fin de 1946, les Français se retrouvent impliqués dans la première guerre d'Indochine qui durera 8 ans. Le Viet Minh s'appuie sur des tactiques de guérilla, dirigées par le général Vo Nguyen Giap, un chef de la résistance pendant l'occupation japonaise. Les Français disposent de l'artillerie et du soutien aérien pour vaincre le Viet Minh lors de batailles traditionnelles. Cependant, le Viet Minh se bat quand même, mais de manière traditionnelle.
Le Viet Minh est d'abord freiné par un armement inférieur. Cela va changer. Pendant ce temps, les États-Unis se concentrent sur la menace communiste croissante en Europe. La doctrine Truman, présentée par le président en 1947, affirme clairement le soutien des États-Unis à la Grèce et à la Turquie dans leurs efforts pour rester en dehors de la sphère d'influence soviétique. Cela conduit à une politique d'endiguement plus large visant à empêcher le communisme de dominer le monde. Quand j'étais petit, en grandissant au Japon et ailleurs, nos écoles étaient d'abord gérées par l'armée, puis plus tard par le département d'État. Ce sont ensuite des enseignants ordinaires, tous diplômés. Je me souviens avoir appris qui étaient les communistes dans les années 50. C'était avant l'ère McCarthy. Et ils disaient qu'ils voudraient s'infiltrer, prendre le contrôle des médias, prendre le contrôle d'Hollywood, prendre le contrôle... toutes sortes de groupes minoritaires pour fragmenter toute la population, ce qu'ils ont fait en Russie lors de la révolution bolchevique. Donc, bref, je suis rentré chez moi et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le 1er octobre 1949, le renversement communiste de la Chine est un choc pour l'administration Truman, alors que les forces communistes de Mao Zedong battent enfin l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek. Au Vietnam, le général Vo peut ainsi entraîner ses Viet Minh en sécurité dans des bases en Chine. Cela permet également à la Chine d'envoyer des armes et des conseillers militaires pour aider dans la lutte contre les forces françaises. Janvier 1950. La République populaire de Chine et l'Union soviétique reconnaissant officiellement la République démocratique du Vietnam de Ho Chi Minh. Les États-Unis et la Grande-Bretagne reconnaissent le gouvernement soutenu par la France dans le sud comme l'État du Vietnam. Il est dirigé par le roi ancestral Bao Dai et couvre les 2/3 de la nation, désormais appelée Viet Nam. La guerre de Corée, le 25 juin 1950. Pendant ce temps, le pays de la Corée émerge de 40 ans de contrôle par le Japon impérial et est en train d'être divisé entre les forces communistes au nord et les nationalistes au sud. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord, avec l'approbation soviétique et chinoise, envahit la Corée du Sud. Truman, avec sa toute nouvelle organisation des Nations Unies, envoie des forces américaines et onusiennes pour rejoindre la Corée du Sud dans leur lutte contre l'invasion communiste. Juillet 1950. C'est à travers ce prisme géopolitique que les États-Unis considèrent la situation au Vietnam. Pour les dirigeants américains, y compris le président Truman, la chute du Vietnam dans le communisme déclenchera un effet domino et entraînera l'effondrement d'autres nations de la région. Truman autorise 15 millions de dollars d'aide militaire aux Français au Vietnam. 2 mois plus tard, le groupe consultatif d'assistance militaire à Saïgon est créé pour superviser l'acheminement de cette aide. Au début de l'année 1953, avec l'arrivée de l'administration de Dwight D. Eisenhower, l'aide américaine aux Français en Indochine s'élevait à plus de 150 tonnes d'équipement. L'armée de l'air a fourni à la France 160 chasseurs F-6F et F-8F, 41 bombardiers légers B-26 et 28 avions de transport C-47 ainsi que d'énormes quantités de pièces détachées, d'assistance à la maintenance et de bombes. Pourtant, il semblait que les Français n'étaient pas plus proches de la victoire sur les résilients Viet Minh qu'ils ne l'étaient en 1946 lorsque la guerre avait commencé. La guerre de Corée se termine par une impasse avec la signature de l'accord d'armistice le 27 juillet 1953. Non vaincues, les forces communistes maintiennent le contrôle du Nord. Cela démontre l'utilisation de la force militaire dans la diplomatie, alors que les États-Unis prouvent qu'ils sont prêts à s'engager stratégiquement lorsqu'ils sont poussés par les forces du communisme. La guerre froide a commencé. Mais la fin du conflit coréen libère les Chinois, qui peuvent alors augmenter leur soutien aux Viet Minh. Les Français, cependant, continuent de lutter.
Malgré l'aide américaine, les forces françaises perdent clairement la guerre en raison d'un ennemi farouchement déterminé, le Viet Minh, et d'une série d'erreurs tactiques commises par les Français. Le point culminant est la plus grande bataille de la première guerre d'Indochine, la bataille de Dien Bien Phu. Novembre 1953. Dans une tentative de tenir le Viet Minh à l'écart du Laos, le général français Henri Navarre prévoit d'établir une base fortement fortifiée en plein territoire ennemi, à la frontière entre le Laos et le Nord-Vietnam, près du village de Dien Bien Phu. L'espoir est d'attirer les forces de guérilla du général Vo du Viet Minh à découvert pour une grande bataille rangée où le soutien aérien français et la puissance de feu supérieure les anéantiront. Peu de Vietnamiens vivent dans la région, ce qui signifie un soutien local minimal pour le Viet Minh. Un soutien nécessaire pour faire passer suffisamment d'hommes, d'armes, de nourriture et de ravitaillement à travers les jungles denses et le terrain montagneux. Mais ils sous-estiment gravement leur ennemi. Le Viet Minh emploie porteurs, bicyclettes et charrettes à bras pour approvisionner 4 divisions d'infanterie et une d'artillerie dans les collines voisines. En février, les forces du Viet Minh comptent 35 000 hommes, avec au moins 100 pièces d'artillerie surplombant la forteresse. 13 mars. Les attaques commencent, et les Français sont rapidement submergés. L'administration Eisenhower doit prendre une décision. Intervenir directement avec des forces militaires ou permettre à la France de perdre sa guerre contre le communisme. Envoyer des troupes militaires au Vietnam pourrait entraîner les États-Unis dans une guerre longue, sanglante et coûteuse, et provoquer une confrontation directe entre les forces américaines et chinoises ou soviétiques, ce qui pourrait à son tour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Finalement, le Congrès et l'administration Eisenhower décident que les risques sont plus importants que les gains potentiels. Dien Bien Phu tombe le 7 mai 1954, et avec elle, tout espoir pour les Français de conserver leurs territoires de coloniaux. Le 21 juillet 1954, même avant la chute de Dien Bien Phu, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la République populaire de Chine et la France se réunissent à Genève, en Suisse, pour rétablir la paix en Indochine. Alors que rien n'est résolu concernant la Corée, le Vietnam est abordé dans les accords de Genève du 21 juillet 1954. Le Vietnam doit être temporairement divisé en deux au niveau du 17e parallèle, une ligne de démarcation militaire provisoire. Dans 2 ans, en juillet 1956, des élections nationales sont prévues sous supervision internationale. Le Vietnam deviendra une nation indépendante. Pour l'instant, tous les soldats du Viet Minh doivent aller au nord, tandis que les Vietnamiens qui ont combattu aux côtés des Français doivent vivre au sud. Environ 1 million de Nord-Vietnamiens se déplacent vers le sud, y compris de nombreux catholiques, propriétaires terriens et autres anticommunistes. Un nombre bien plus réduit, un peu plus de 50 000 personnes, principalement des soldats du Viet Minh et leurs familles, se déplacent du Quantala du sud vers le nord. Ni les États-Unis ni l'État du Vietnam, soutenu par les Français, ne signent les accords, craignant qu'une élection nationale n'aboutisse à un gouvernement communiste. Le 26 octobre 1955. Le chef de l'État du Vietnam est Bao Dai. Mais la figure qui comptera davantage dans les années à venir est le Premier ministre Ngo Dinh Diem. Diem est un catholique fervent, anticommuniste et anticolonialiste. Il s'était rendu aux États-Unis pendant la guerre d'Indochine française et s'était imposé comme un leader potentiel du Vietnam. En octobre 1954, après la conférence de Genève, le président Eisenhower envoie une lettre à Diem. Vos récentes demandes d'aide pour assister dans le projet formidable de déplacement de plusieurs centaines de milliers de citoyens vietnamiens loyaux loin des zones passant sous la domination de facto et l'idéologie politique qu'ils abhorrent sont en cours de réalisation.
Je suis heureux que les États-Unis puissent t'aider dans cet effort humanitaire. Je donne instruction à l'ambassadeur américain au Vietnam d'examiner avec vous, en votre qualité de chef du gouvernement, comment un programme intelligent d'aide américaine accordé directement à votre gouvernement peut aider le Vietnam en cette période d'épreuve. Le but de cette offre est d'aider le gouvernement du Vietnam à développer et à maintenir un État fort et viable, capable de résister à toute tentative de subversion ou d'agression par des moyens militaires. Avec le soutien des États-Unis, Diem consolide son pouvoir au Sud-Vietnam. Le 7 juillet 1955, un an après la conférence de Genève, Diem annonce que le Sud-Vietnam ne participera pas à une élection de réunification comme prévu dans les accords. Il soupçonne que les communistes du Nord n'autoriseront pas un vote libre et équitable. À la place, le Sud-Vietnam déclare son indépendance en tant qu'État non communiste. Faute d'une option plus viable, les États-Unis continuent de soutenir Diem plutôt que d'appuyer le gouvernement de Ho Chi Minh. 13 octobre 1955. La lutte intense de Diem contre Bao Dai culmine lorsque les électeurs sud-vietnamiens doivent les départager lors d'un référendum. Diem remporte une victoire écrasante. Officiellement, Diem recueille plus de 98% des voix. D'une manière ou d'une autre, il obtient 133% des voix dans la capitale, Saigon, avec seulement 450 000 électeurs inscrits, mais 600 000 votes comptabilisés. C'est une fraude électorale flagrante. 3 jours plus tard, Diem annonce la formation de la République du Vietnam avec lui-même comme président. Et donc maintenant, il y a 2 Vietnams. La République du Vietnam de Diem au sud avec Saigon comme capitale et la République démocratique du Vietnam de Ho Chi Minh au nord avec Hanoï comme capitale. Au cours des années suivantes, le soutien américain à Diem va croître, même si les dirigeants américains restent de mal à l'aise face à la corruption et à la brutalité qui caractérisent son régime. Le groupe consultatif d'assistance militaire des États-Unis, sous la direction du lieutenant-général Samuel T. Williams, assume l'entière responsabilité de l'organisation et de la formation de l'armée sud-vietnamienne. À la fin de l'année 1955, il y a moins de 350 conseillers militaires américains au Sud-Vietnam. En plus de conseiller sur le développement et la formation d'une nouvelle armée, ils sont chargés de comptabiliser les centaines de millions de dollars d'équipements militaires que les États-Unis avaient fournis pendant la guerre d'Indochine française. Du matériel qui avait mystérieusement disparu. Les forces américaines doublent au cours de l'année suivante. Et cette armée est déjà engagée au combat contre les forces communistes. Entre 5 et 10 000 Viet Minh n'étaient pas partis vers le nord après la conférence de Genève. Ces hommes, travaillant avec d'autres groupes politiques insurgés, forment la base du Viet Cong. En 1957, ces guérilleros s'affrontent avec les unités de l'armée sud-vietnamienne à 7 reprises rien qu'en janvier et mènent pas moins de 140 attaques armées au cours du dernier trimestre de cette année-là. Au moins 74 personnes sont assassinées ou tuées, dont 20 membres du gouvernement sud-vietnamien et 31 policiers ou agents de sécurité. Puis le 8 juillet 1959, l'activité du Viet Cong engloutit un détachement américain de 13 hommes qui conseillait une division sud-vietnamienne à Bien Hoa. Le détachement regarde un film dans le mess tous les soirs à 19h. Ceci est bien connu. Cette nuit-là, les 2 gardes sud-vietnamiens de faction se tournent pour regarder à travers la fenêtre. Cela facilite la tâche à une escouade de 6 Viet Cong pour se faufiler à travers la clôture de barbelés qui entoure l'endroit. 3 des Viet Cong prennent position aux fenêtres et arrosent le mess de tir automatique. Un Américain était blessé et 2 sont tués. Ces hommes tués, le major Del Buis et le sergent Chester Ovenand, sont les premières victimes américaines de la guerre du Vietnam pour les États-Unis. C'est le premier acte stratégique de terreur des Viet Cong, et cela établit un schéma d'embuscades ennemies et d'attaques contre les postes gouvernementaux.
La seconde moitié de l'année 1959 comptera en moyenne environ 100 attaques par mois. Le Nord-Vietnam est accusé de violer les accords de Genève à cause des actions des Viet Cong. En décembre 1960, les Viet Cong se sont constitués en tant que Front national de libération du Sud-Vietnam, revendiquant leur indépendance vis-à-vis du Nord et dégageant Ho Chi Minh de toute responsabilité dans leurs actions. 20e janvier 1961. Le sénateur du Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, prête serment en tant que 35e président des États-Unis. Son vice-président est le sénateur du Texas, Lyndon Baines Johnson. Ce jeune démocrate sera confronté aux premiers grands conflits de la guerre froide. Face à l'escalade de la violence, le président Kennedy augmente l'aide militaire. En 1963, le nombre de personnels américains au Sud-Vietnam passe à 16 000. Mon tout premier souvenir date de la fin des années 50. Je pense que c'était le Kingston Trio ou un groupe similaire chantant une chanson sur l'appel sous les drapeaux et l'envoi au Vietnam. Mais après ça, à cette époque, je n'avais que, vous savez, 10 ou 12 ans. Après cela, je n'en ai plus eu aucun souvenir jusqu'à ce que j'arrive probablement au lycée, quand c'était aux informations. Je suis resté assez ignorant à ce sujet jusqu'à l'obtention de mon diplôme, quand la conscription a pris de l'importance. Quand j'étais en terminale au lycée, nous avions un programme d'études sociales. Et l'une des choses, venant de New York, c'est que nous avions un journal appelé le Herald Tribune, et nous étions obligés de le lire. Et presque tous les jours, il y avait quelque chose sur le Vietnam dans le journal. C'est pourquoi j'ai commencé à m'intéresser au Vietnam en lisant des articles dans le journal. Quand j'étais au lycée, il y avait un livre publié par le docteur Tom Dooley. Tu ne sais probablement même plus qui c'est. C'était un médecin qui avait une clinique dans cette région du monde. Et il a écrit un livre. J'ai oublié le titre maintenant, mais c'était quelque chose en rapport avec une montagne. Et il est venu aux États-Unis pour récolter des fonds pour sa clinique. Et il y avait beaucoup de publicité autour de lui à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du Vietnam. J'en entendais parfois parler à la télévision, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention avant la période de la conscription. C'est alors que j'ai commencé à me renseigner et à discuter avec d'autres personnes qui y étaient allées, mais ce n'était pas un sujet important. En 1966, c'est là que j'en ai vraiment entendu parler. Au lycée, je n'en avais jamais entendu parler. Quand j'étais en 3e année à l'Académie navale, nous planifions en fait une invasion de ce qu'on appelait An Am au Sud-Vietnam. C'était le nom français de cette région durant la colonie. C'est là que le vrai débarquement des Marines a eu lieu en 1965. Nous devions donc organiser toute l'opération amphibie, planifier le nombre d'avions, de navires, de transport de troupes et de landing craft, vehicles, personnels. De toute façon, je savais où c'était. Je ne savais pas que ça s'appelait le Vietnam à l'époque. C'était encore assez nouveau. C'était... Je ne suis pas sûr d'où vient le nom Vietnam. Les Français l'appelaient N-A-M-A, N-N-A-N. J'étais allé acquérir des connaissances et mon père était un militaire de carrière. Il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Corée, et je sentais que c'était mon devoir en tant qu'Américain de m'engager dans l'armée et de faire ma part autant que possible. Depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé d'être infirmière de vol et je lisais les livres de Cherry Ames. Mais j'étais trop petite pour l'armée de l'air. Mais l'armée de terre m'a dit « Bienvenue à bord ». Devine quoi, tu pars au Vietnam. Le 2 novembre 1963. Le règne tyrannique du premier ministre sud-vietnamien Diem continue. Catholique fervent, Diem utilise les forces gouvernementales pour réprimer la religion dominante, le bouddhisme. Il interdit de faire flotter le drapeau bouddhiste lors des jours fériés. Des milliers de personnes manifestent bruyamment lors de rassemblements. Le 8 mai 1963, dans la ville de Hue, les forces gouvernementales tirent sur la foule de manifestants. 9 personnes sont tuées, dont 2 enfants.
Le 11 juin, un moine bouddhiste s'immole par le feu à un carrefour très fréquenté de Saïgon. D'autres moines bouddhistes font de même dans les mois qui suivent. Les images parviennent aux Américains et au reste du monde, laissant Diem dans une position encore plus précaire. À l'été 1963, la CIA apprend qu'un coup d'État est prévu par des généraux de l'armée sud-vietnamienne. L'administration Kennedy approuve tacitement le coup d'État, estimant que les généraux représentent un mal moindre et plus contrôlable. Le coup d'État a lieu le 1er novembre, mené par le général Duong Van Minh. Diem et son frère Ngo Dinh Nhu sont capturés et exécutés le lendemain. Le destin de Diem est d'être enterré dans une tombe anonyme près de la maison de l'ambassadeur des États-Unis, le 22 novembre 1963. Le président Kennedy et son épouse, Jacqueline, défilent en voiture dans un cortège. Un coup de feu retentit. 2 autres suivent. Le président John Fitzgerald Kennedy est déclaré mort à 13h. Son vice-président, Lyndon Baines Johnson, prête serment en tant que 36e président des États-Unis. 2 jours plus tard, le président Johnson annonce que son administration a l'intention de poursuivre la politique de soutien au Sud-Vietnam de Kennedy. Le 5 juillet 1964. Juste 2 mois auparavant, le capitaine Roger H.C. Don Long et son équipe des forces spéciales ont établi un avant-poste à Nam Dong, à 52 km à l'ouest de Da Nang et à 24 km de la frontière laotienne. Le capitaine Don Long et son équipe d'élite composée d'une 12aine d'hommes formaient une A-Team des célèbres bérets verts. Ce sont les meilleurs des forces spéciales de l'armée. Les bérets verts sont l'élite des forces spéciales de l'armée, devant suivre un entraînement intensif pour avoir le droit de porter le béret distinctif. Ce n'est qu'en 1961, lors d'une visite à Fort Bragg, en Caroline du Nord, que le président Kennedy le déclare symbole d'excellence, insigne de courage, marque de distinction dans la lutte pour la liberté. L'équipe A, également connue sous le nom de détachement A726, est là pour soutenir les 9 villages de la région, abritant environ 5000 Sud-Vietnamiens, protégeant et mettant à l'abri les villageois contre l'ennemi. Le capitaine Don Long appelle leur avant-poste l'avant-poste de la liberté, alors qu'ils poursuivent leur mission humanitaire en construisant des écoles, en creusant des puits et en aidant les villageois, tout en conseillant un groupe de soldats sud-vietnamiens dans l'art du combat. Dotée de conseillers américains et australiens, la base était dirigée par du personnel sud-vietnamien. Nam Dong devait être fermée en raison du manque de potentiel de recrutement et ses défenses n'étaient pas en bon état. On avait laissé pousser de hautes herbes sur des champs de tir pourtant dégagés, jusqu'à la périphérie extérieure, et les défenses du périmètre intérieur étaient plutôt solides, mais plus par hasard que grâce à une conception défensive délibérée. La veille de l'attaque, il y avait eu quelques jets de pierre. Même quelques armes avaient été tirées par les civils vietnamiens. Dans l'après-midi, il y avait eu une démonstration de réconciliation, mais le chef Nung craignait d'autres problèmes. Cette nuit-là, aucun Nung n'a dormi dans ces quartiers. Tous étaient à leur poste, armés et vigilants lorsque l'attaque est survenue. Une circonstance qui a favorisé les Viet Cong fut une décision particulière du chef de district, dont le quartier général se trouvait à Kay Tre, un village situé à l'autre bout de la vallée, à environ 3 heures de marche. Il a insisté pour que ses compagnies de garde civile effectuent toutes les patrouilles à l'ouest de la piste d'atterrissage et avait interdit à la garnison de Nam Dong d'envoyer des patrouilles dans la zone adjacente au campement, dans la direction d'où l'attaque est venue. L'ennemi s'est approché du nord-ouest, en traversant la rivière et la piste d'atterrissage. La surprise fut totale. À 2 heures du matin, le 5 juillet, le capitaine Don Long se réveille pour sa garde. Après avoir inspecté le périmètre avec un soldat des forces spéciales sud-vietnamiennes, le capitaine Don Long rejoint la tente de ravitaillement. Il va prendre un café et vérifier la liste de services. Ce qui se passe ensuite est inattendu.
Alors que sa main atteint la porte du réfectoire, un mortier au phosphore blanc s'écrase sur le toit du réfectoire, aveuglant Donlon et le projetant au sol. Le sergent médecin Thomas Gregg sort avec un fusil à pompe à 5 coups et, au milieu des flammes du réfectoire et des éclats de phosphore blanc, distingue 6 soldats Viet Cong qui se dirigent vers la clôture. Son fusil à pompe les empêche d'aller plus loin. L'équipe A s'efforce de reprendre pied, tandis que le capitaine Donlon et l'adjudant-chef Gabriel Ralph Alamo risquent tant les flammes et les explosions pour sauver les munitions et les provisions du poste de commandement en feu. D'autres bérets vertes tirent à des obus éclairants pour illuminer la scène tout en esquivant les tirs de mortier et les coups de feu. À la lumière, ils remarquent donc les forces massées des soldats Viet Cong et de l'armée populaire du Vietnam qui descendent. On estimera leur nombre à environ 1 millier après la fin de la bataille. Les soldats à Nam Quang ne sont que 373. Le capitaine Donlon échappe de peu à un obus de mortier en courant diriger ses hommes. La force de la déflagration le projette au sol et lui arrache une de ses bottes. À ce moment, il a déjà été brûlé en sauvant des munitions et provisions du poste de commandement et l'incendie lui a blessé l'estomac. L'attaque intense du Viet Cong empêche presque l'envoi d'un appel de détresse depuis la station radio, un appel qui permettra d'obtenir un soutien aérien. La station radio a été touchée dès le début, mais l'opérateur des forces spéciales qui y dormait a transmis un message à 2h35 après le premier obus. Nous subissons une attaque intense de mortiers. On estime que 80% des pertes sont survenues dans les 15 premières minutes de l'attaque, lorsque la station radio, la caserne des Nung et le dispensaire ont été détruits. Le camp était criblé de cratères. En courant vers les bunkers à munitions, Donlon est de nouveau presque touché, cette fois perdant son autre botte et sa ceinture d'équipement. Armé de son fusil d'assaut AR-15 et de 2 chargeurs, il atteint un autre emplacement de mortier pour récupérer plus de munitions, tout cela avec le bras gauche et l'estomac en sang. En faisant le point sur ses hommes, 2 sont à terre. Donlon remarque du mouvement près de la porte de la base. Un obus éclairant tiré par le sergent Disser révèle 3 Viet Cong rampant vers la porte depuis la route. Le capitaine Donlon en tue 2 avec son fusil et un 3e avec une grenade. Il s'avère qu'il s'agit de sapeurs avec des explosifs attachés dans le dos, prêts à faire sauter et à forcer la porte principale. Le capitaine Donlon continue d'esquiver les tirs ennemis pour localiser et organiser ses hommes. Inquiet du sort du sergent-chef Vernon Bisson, Donlon se précipite vers la position de mortier du soldat. Des explosions continuent d'éclater autour du capitaine lorsqu'une douleur fulgurante lui traverse le pied. Dans sa précipitation, Donlon, sans bottes, marche sur un clou qui dépasse d'une planche de contreplaqué. Puis une pluie de tirs ennemis le cloue au sol et le force à revenir à sa position précédente. Mais cela n'arrête pas le capitaine, qui continue de se déplacer pour défendre la base. La salle de ravitaillement, toujours envahie par les flammes, finit par enflammer les munitions. L'explosion projette Donlon en l'air alors qu'un éclat d'obus lui transperce la jambe. Donlon se relève et continue à diriger ses hommes. Les obstacles insurmontables sont inévitables, et le capitaine Donlon ordonne à ses hommes de battre en retraite et leur fournit une couverture avec son AR-15. Lorsqu'il aperçoit Pop Alamo blessé, il ordonne à 2 de ses hommes de le couvrir et se précipite au secours du béret vert blessé. Alors qu'il commence à déplacer Alamo, une grenade Viet Cong atteint sa cible, tuant Pop Alamo et projetant Donlon vers un bunker. Pourtant, le capitaine Donlon se relève, cette fois pour porter secours à 4 alliés sud-vietnamiens blessés. Il arrache son t-shirt pour en faire un bandage de fortune afin de stopper l'hémorragie de leurs blessures et les encourage à continuer le combat avec ses paroles, les amenant à le couvrir jusqu'à la position désormais abandonnée de la porte principale. Il bourre ce qui reste de son t-shirt dans sa blessure au ventre et court récupérer les munitions qu'il avait mises de côté plus tôt, ainsi que le fusil du sergent Alamo.
Une grenade explose et envoie encore plus d'éclat dans sa jambe. Mais le capitaine Don Long continue d'avancer, à peine capable de bouger, refusant toujours l'aide médicale. Les défenseurs ont tenu bon, mais l'aube était la bienvenue, car il leur restait peu de munitions. Il n'y a eu aucun secours avant le lever du jour. C'était le week-end de la fête de l'indépendance vietnamienne, et les pilotes vietnamiens étaient repartis à Da Nang. Rien n'était prêt à partir. L'avion de fusée éclairante n'était même pas chargé, mais il a finalement atteint la cible à 4h30 et a signalé que tout le camp était en flammes. Le chef de district vietnamien à Quai Tre avait entendu les tirs et avait rassemblé ses 2 compagnies de garde civile pour la marche. Mais craignant une embuscade, il ne voulait pas partir avant le lever du jour. Alors que la colonne approchait du village à l'extérieur du camp, elle rencontra les derniers éléments en retraite du Viet Cong. Peu après, le soutien aérien américain arrive, mais les attaques continuent malgré tout. Don Long dirige toujours ses hommes, soutenus par l'aviation qui affaiblit l'assaut du Viet Cong. À 07h00, le 6 juillet, la bataille de Nam Dong prend fin. Don Long atteint la position de Bison et refuse de s'asseoir, voulant encore combattre l'ennemi en retraite. Bison donne son propre ordre à Don Long, que le capitaine exécute. À 09h45, 6 hélicoptères des Marines américains arrivent à Nam Dong pour extraire les bérets verts, 9 Américains, 115 Sud-Vietnamiens et 1 Australien. Ceux-ci sont tués lors de la bataille, où moins de 400 hommes ont repoussé plus du double de leur nombre. 2 bérets verts sur la douzaine sont morts, et les membres survivants arrivent à la Maison-Blanche le 5 décembre pour une cérémonie spéciale. Le président Johnson leur remet à tous des médailles telles que la Distinguished Service Cross, les Silver Stars, les Bronze Stars et les Purple Hearts. Don Long reçoit la plus haute distinction, la médaille d'honneur. C'est la première décernée pendant la guerre du Vietnam. Citation de la médaille d'honneur. Pour son héroïsme remarquable et son intrépidité au péril de sa vie, au-delà du devoir, en défendant une installation militaire américaine contre une attaque féroce des forces hostiles. Le capitaine Don Long servait en tant que commandant de l'unité des forces spéciales de l'armée américaine, détachement A726 au camp Nam Dong, lorsqu'un bataillon renforcé du Viet Cong lança soudainement une attaque totale avant l'aube contre le camp. Au cours de la violente bataille qui s'ensuivit, durant 5 heures et causant de lourdes pertes des 2 côtés, le capitaine Don Long dirigea les opérations de défense au milieu d'un barrage ennemi de tirs de mortier, de grenades et d'un feu nourri extrêmement intense. Lorsque la lumière tant attendue du jour apporta la défaite aux forces ennemies et leur retraite vers la jungle, laissant derrière eux 54 morts, de nombreuses armes et grenades, le capitaine Don Long réorganisa immédiatement ses défenses et administra les premiers soins aux blessés. Son leadership dynamique, sa force d'âme et ses efforts vaillants inspirèrent non seulement le personnel américain, mais aussi les défenseurs vietnamiens alliés et aboutirent à la défense réussie du camp. L'héroïsme extraordinaire du capitaine Don Long, au péril de sa vie et au-delà du devoir, s'inscrit dans les plus hautes traditions de l'armée américaine et fait grand honneur à lui-même ainsi qu'aux forces armées de son pays. À ce stade, 225 militaires américains ont été tués dans la guerre, tandis que le gouvernement nie toujours toute participation active. La fin de la Seconde Guerre mondiale a entraîné la mise au rebut et la mise en réserve de nombreux navires de la marine américaine et en 1948, il ne restait plus qu'un peu plus de 250 bâtiments en service. Cette mise hors service à grande échelle des navires a pris fin avec la montée des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique. Bien que la guerre de Corée ait porté ces tensions à leur paroxysme, la marine américaine n'a pas souvent été directement impliquée dans les conflits qui ont eu lieu.
Au lieu de cela, la marine a apporté son aide lors de grands débarquements comme celui d'Incheon, où les forces amphibies de la marine et du corps des marines ont réussi à repousser les forces nord-coréennes, et lors de la bataille du réservoir de Chosin, où l'évacuation de plus de 100 000 soldats de l'Organisation des Nations Unies a nécessité l'assistance de la marine américaine. La Corée a clairement montré au gouvernement des États-Unis que notre marine devrait toujours être prête à réagir aux menaces. Surtout pendant la guerre froide, alors que tous les regards étaient retournés vers les soviétiques, la marine des États-Unis devait être prête à répondre en cas de menaces communistes agressives. Des flottes de navires étaient affectées à chaque coin du globe, et tandis que les navires étaient déployés, les scientifiques et techniciens de la marine développaient de nouvelles technologies en matière de communication et de défense, ainsi que de nouveaux missiles et avions à réaction. Sous la direction de l'amiral Hyman Rickover, la marine a reçu son premier porte-avions à propulsion nucléaire, l'USS Enterprise, mis en service en 1961. Rickover était un fervent partisan de longue date du programme de propulsion nucléaire navale. Cependant, il considérait l'énergie nucléaire et la bombe atomique comme des maux nécessaires. En 1962, peu après la mise en service de l'USS Enterprise, le président John F. Kennedy et le vice-président Lyndon B. Johnson inspectent la flotte navale et le président s'adresse à un groupe de marins. La marine des États-Unis contribue à assurer la liberté de pays situés à des milliers de kilomètres. Les navires qui parcourent des centaines de kilomètres depuis les côtes vers des endroits lointains préservent la liberté de ces pays. Et donc, en tant qu'ancien membre de la marine des États-Unis et maintenant en tant que président, je tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance. J'espère que vous comprenez la contribution que vous apportez, non seulement à la préservation de la paix, mais aussi à la préservation de la liberté de ce pays. Et les plus de 50 pays qui sont alliés avec nous et d'autres qui, bien que non alliés, bénéficient de notre force. Ce que vous nous avez montré aujourd'hui, les navires, les techniques et surtout votre propre habileté et votre courage nous font tous retourner à la capitale avec beaucoup plus de confiance et d'espoir. C'est la marine qui poursuivra les sacrifices des bérets verts à Nam-dong lors de l'incident du golfe du Tonkin. L'événement qui poussera finalement les États-Unis de la périphérie à une implication à grande échelle dans la guerre du Vietnam. Et cela commencera avec un destroyer naval de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, l'USS Maddox. Avec un équipage de 336 officiers et hommes, le Maddox va rencontrer l'histoire de façon inattendue. Le destroyer naval USS Maddox, en mission de renseignement dans le golfe du Tonkin, rencontre 3 vedettes lance-torpilles. Sans provocation, ils ouvrent le feu sur le Maddox. Un seul obus touche le Maddox et se loge dans la superstructure du navire. Les navires ennemis sont non seulement touchés par le Maddox, mais aussi mitraillés par des avions F-8 Crusader provenant du porte-avions USS Ticonderoga, situé à proximité. Un navire nord-vietnamien est laissé sans mouvement sur l'eau et en feu. Le Maddox parvient à s'échapper. Le 4 août 1964, les navires américains du Golfe font encore face à des embarcations ennemies avec des résultats similaires. Selon un rapport de la marine américaine, dans la nuit du 4 août, les navires de guerre ont signalé avoir rétabli un contact puis avoir été attaqués par plusieurs embarcations rapides loin au large. Les officiers de la chaîne de commandement naval et les dirigeants américains à Washington ont été convaincus, par l'interprétation de renseignements spéciaux et des rapports des navires, que les forces navales nord-vietnamiennes avaient attaqué les 2 destroyers. Une analyse plus récente de ces données et des informations supplémentaires recueillies le 4 août montre désormais clairement que les forces navales nord-vietnamiennes n'ont pas attaqué le Maddox et le Turner Joy cette nuit-là, durant l'été 1964. C'est ainsi que commence l'opération Pierce Arrow,
le nom de code des opérations aériennes américaines au Nord-Vietnam. Des avions d'attaque provenant de porte-avions dans le Golfe effectuent 64 missions de frappe contre des bases de torpilles et une installation de stockage de pétrole. 2 avions américains sont abattus par la défense contre avions, un pilote est tué et l'autre, le lieutenant Everett Alvarez Jr., devient le premier aviateur américain prisonnier de guerre au Nord-Vietnam. Enfin, j'ai rencontré aujourd'hui avec les dirigeants des 2 partis au Congrès des États-Unis. Et je les ai informés que je vais immédiatement demander au Congrès d'adopter une résolution pour préciser que notre gouvernement est uni dans sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la liberté et défendre la paix en Asie du Sud-Est. Le 7 août, le Congrès américain adopte la résolution du Golfe du Tonkin, accordant au président Johnson le pouvoir de déployer des forces militaires conventionnelles en Asie du Sud-Est sans déclaration formelle de guerre. Seuls 2 sénateurs s'opposent à la résolution. Pourtant, notre réponse pour l'instant sera limitée et appropriée. Nous, les Américains, savons, même si d'autres semblent l'oublier, le risque de propagation du conflit. Nous ne cherchons toujours pas à élargir la guerre. Malgré les intentions exprimées par le président, une guerre plus vaste arrive et elle sera menée par un pays qui connaît aussi sa propre douleur et agitation intérieure. Lorsque Johnson a prêté serment en tant que président, il y avait environ 16 000 Américains servant au Vietnam. En quelques années, il y en aura plus d'1 demi-million. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique captivant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.